Alors ensuite, je vais parler de la question de l'évaluation. Alors pour moi, il est important de distinguer l'évaluation les évaluations sommatives que l'on fait pour rendre compte aux familles, de l'avancée de leur enfant. À mon avis, il ne faut pas faire des évaluations pour tous les domaines du programme. Choisir des évaluations sur des notions fortes, importantes, qui méritent vraiment un suivi et un rendu aux familles. Donc, c'est ce que je voulais dire, par rapport au regard critique par rapport au programme. Toutes les notions ne sont pas sur le même plan et critiques aussi par rapport au manuel. Et donc, premier élément, dans les matières que vous avez enseignées, voir quelles sont les notions qui sont vraiment essentielles. Et sur celles-ci, on va mettre en place des évaluations pour donner à voir aux parents l'évolution de leurs enfants par rapport à ces notions-là. Concrètement, ça veut dire, et je vous en ai parlé, que sur une notion comme euh, non adjectif déterminant, eh bien là, c'est quelque chose d'important et il y aura des évaluations qui seront visibles pour les familles. Par contre, sur quelque chose comme passé, présent, futur, complément circonstanciel, par exemple, enfin, il peut y avoir d'autres choses, je ne ferai pas d'évaluation et de rendu d'évaluation. On va travailler, on va s'exercer, ce sont des notions qui vont revoir à plein de moments dans leur scolarité, mais pour moi, ce ne sont pas des notions essentielles, et donc je ne vais pas surcharger en évaluation et faire de l'évaluationniste de toutes les choses que l'on est en train de voir. Ça, c'est un premier conseil que je donne, donc ce regard critique pour choisir, quand on élabore les choses, quelles sont les évaluations que l'on va mener, évaluations sommatives. Ce qui veut dire également que quand je construis une séance, eh bien, je pars de l'évaluation. C'est-à-dire que je me dis, tiens, j'ai cette séance à faire, quelle évaluation sommative je vais prévoir à la fin. Cette idée-là me paraît drôlement importante parce que du coup, ça me donne idée du contexte dans lequel je vais travailler et ça me permet de clarifier mon objectif. Bien souvent, c'est difficile de clarifier son objectif, c'est un reproche que l'on fait assez souvent quand on va faire des visites, et pour clarifier l'objectif, à mon avis, si on a l'évaluation, on sait quel est l'objectif. Ça va être d'être en réussite par rapport à cette évaluation. Je prends un exemple toujours avec la numération. Moi, je sais que mon évaluation sur la numération, elle va comporter une dictée de nombres, elle va comporter du classement du plus petit au plus grand, et elle va comporter un exercice sur décomposer un nombre, donc 256 et 200 plus 50 plus 6, ou recomposer l'exercice inverse. Et donc ça, je sais en commençant à construire ma séance, quelle va être l'évaluation que je vais avoir derrière sur les choses qui me paraissent importantes. Ce pas des évaluations très longues, hein. Mais sachant l'évaluation que je vais avoir, ça va me permettre d'être beaucoup plus au clair et de travailler sur mes contextes dès le départ et dès le départ de mes différentes séances. Hem Et je reviens sur l'importance des contextes, mais ça veut dire ce que je suis en train de dire que, heu, l'évaluation pour moi, c'est le point de départ de la construction des séquences. Vous avez quelque chose que vous voulez aborder, plutôt que de mettre plein de choses et puis après à la fin de chercher qu'est-ce que je vais pouvoir évaluer, réfléchissez au départ. Qu'est-ce qu'il y a important? Qu'est-ce que j'aimerais que les enfants maîtrisent à la fin, sans que ce soit trop long? Voilà. Et à mon avis, en clarifiant l'évaluation de cette façon-là, dès le début de la préparation, on est beaucoup plus clair pour mener ces séances, on a des contextes qui sont clairement identifiés et on peut faire de la différenciation. Donc voilà, une piste que vous pouvez enfin, essayer, c'est de travailler vos préparations de cette façon-là et de travailler par séquence en pensant aux évaluations que vous allez donner pour être au clair. Chose qui est plus difficile à faire en suivant un manuel, encore une fois. Donc, il y a une évaluation qui est à destination des familles. Bien entendu, il y a le LSU, qui est un outil obligatoire et qui, à mon avis, a son importance. Donc, à vous de voir comment vous allez l'utiliser, le LSU. Mais je mettrai un petit bémol par rapport à ça.
personnellement, moi, j'ai besoin d'un autre outil. Je trouve que les LSU, il a son intérêt institutionnel, mais il a ses limites. Et limite principale, c'est qu'il ne permet pas de voir des progressions des élèves. Puisqu'on met des croix et qu'on change les croix au fur et à mesure, et c'est difficile de voir les progressions. Et que ça peut vite devenir une usine à gaz en évaluation où on met tout ce qui est dans les programmes. Donc, pour ma part, j'ai aussi des outils d'évaluation particuliers. Euh, donc, un bilan trimestriel que je donne aux familles, et puis ils peuvent voir l'évolution de trimestre à trimestre. Et puis, avec certaines notions qui sont fortes, c'est mon système d'évaluation de maîtrise, où j'ai, par exemple, toutes les techniques opératoires, où les enfants peuvent repasser ces évaluations tout au long de l'année. Donc, ils ratent une évaluation, eh bien, ils ont la possibilité, dans les temps de travail personnalisés, donc tous les jours, 20 minutes au moins, de retravailler ces choses-là. Et puis ensuite, ils repassent l'évaluation. Donc, j'en ai 18 sur l'année, français, maths compris, hein, des maîtrises de ce type. Donc, peut-être que vous avez la possibilité de tenter quelque chose comme ça, où dans certains domaines vraiment hyper importants, les enfants ont des évaluations qui pourront repasser tout le long de l'année. Voilà, c'est une piste. Autre chose, je vous en ai parlé, c'est la question des évaluations de référence dans des domaines plus complexes, comme par exemple l'orthographe. J'ai une dictée de référence que je donne au début, en septembre, en janvier et en juin, et je rends ça à la fin de l'année. Et ils peuvent voir vraiment la progression qu'ils ont fait sur l'année. Ça leur montre qu'ils apprennent de façon progressive tout au long de l'année. Ça, c'est le versant évaluation pour la famille. Pour rendre des comptes aux parents par rapport au progrès de leurs enfants. Ensuite, il y a un autre type d'évaluation, qui est l'évaluation formative, on va dire, mais c'est l'évaluation qui va servir à l'enseignant au quotidien pour mieux pouvoir enseigner et pour mieux pouvoir différencier. D'où ce lien très étroit entre l'évaluation et la différenciation. Cette évaluation formative nécessite, à mon avis, deux choses. Tout d'abord, que l'enseignant développe des capacités d'observation dans la classe, d'où, clairement, pour moi, ça a vraiment été une révolution de se ménager ces temps en autonomie, où on n'intervient pas et on observe la classe. Voilà, moi, je vous encourage vraiment vivement à en faire un point d'essai. Vous ménagez des temps, mais très courts, de 2 minutes. Moi, maintenant, voilà, en 2 minutes, je circule dans la classe et je prends mes informations de cette façon-là. Et sur une séance de 45 minutes, je vais circuler, il y aura 3 fois 2 minutes de temps en autonomie. Donc voilà, ménager ces temps en autonomie pour pouvoir observer et circuler rapidement sans intervenir, juste pour prendre les informations, ce qui permet de réguler la classe et de pas perdre de temps non plus à répéter la même chose individuellement à chaque élève, hein. Je vous en avais parlé également. Et puis, la possibilité aussi en fin de séance, de faire une petite évaluation courte. Ça peut être sur ardoise, ça peut être un tout petit exercice sur papier, mais un papier qui va partir. C'est pour soi, c'est pas pour mettre dans le cahier, pour faire signer aux parents. Mais voilà, on est en train de travailler, par exemple, sur les accords dans le groupe nominal. Eh bien, à la fin d'une séance où on travaille là-dessus, il va y avoir un petit exercice sur une petite feuille, ou alors je vais simplement demander aux élèves, je ne sais pas, par exemple, l'adjectif bleu, qui phonétiquement, quand c'est au féminin, c'est pareil que quand c'est au masculin. Eh bien, à la fin d'une petite séance où on a travaillé là-dessus, je vais leur dire, si c'est une robe bleue, comment vous écrivez bleu? Ils écrivent bleu sur une petite feuille de papier. Des chemises bleues, comment vous l'écrivez? Un pantalon bleu. Voilà, je fais juste ça. Et ça me permet, là encore, voilà, avec une petite évaluation très très rapide, de pouvoir dire à la fin de la séance, c'est bon, lui c'est bon, lui c'est bon, lui c'est bon, et eux, ils n'ont pas du tout compris. Donc ça veut dire que la séance d'après, je continuerai à travailler dans ce contexte, mais à ce moment-là, j'utiliserai les élèves qui se débrouillent bien pour les aider, et pour m'aider moi aussi pour conduire mon enseignement et développer de la coopération dans la classe. Et puis moi, je pourrais prendre plus de temps pour les élèves qui ont des difficultés. Donc, vous voyez que ce que je veux dire, c'est que c'est intimement lié. Les dispositifs que l'on met en classe, la façon de concevoir l'évaluation, la façon d'observer les élèves dans la classe va permettre d'évaluer, et donc de cette évaluation va permettre de dégager des groupes.
on va dire globalement des groupes d'élèves qui sont vraiment en difficulté, ceux qui commencent à y arriver, et puis ceux qui y arrivent déjà et ça a l'air assez solide. Et donc, avec ça, je peux différencier parce que ben voilà, les élèves qui arrivent bien vont plutôt travailler avec les élèves pour qui c'est en marche, et puis moi, je vais pouvoir consacrer du temps avec les élèves qui sont en difficulté sur la séance d'après. Donc, je reviens là-dessus. Si on observe bien, si on est au clair par rapport à des petits dispositifs d'évaluation formative, et qu'on se dit qu'à la fin de chaque séance, on doit avoir une vision assez claire des élèves qui y arrivent et des élèves qui y arrivent plus difficilement, eh bien, on peut différencier beaucoup plus facilement. Sachant que ce que je vous dis là est très clair par rapport à des matières comme le français et les maths. C'était d'ailleurs par rapport à l'objectif de cette formation-là. Elle était ciblée sur français, maths. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire pour les autres matières, mais parfois c'est un petit peu plus délicat et puis il faut quand même avancer, mais on va peut-être pas tout évaluer non plus. Mais en tout cas, en français et maths, pour moi, ça me paraît clair de fonctionner de cette façon-là, de façon quasiment systématique. Donc voilà, sur la question de l'évaluation, il y a plusieurs pistes dans ce que je viens de dire que vous pouvez tenter. Mais tentez peut-être de mettre en place quelques évaluations de référence, voilà, pour voir ce que ça donne et de tenir vos statistiques. Tentez de se dégager du temps pour observer avec ces temps en autonomie. Tentez de mettre en place des petites évaluations très courtes pour avoir une vision précise à la fin d'une séance. Voilà, et puis il y en a certainement plein d'autres. Donc voilà des petites pistes sur la question de l'évaluation.